Bonjour, aujourd'hui dimanche 7 juin 2026, il est 16h30 heure Montréal, New York. Imaginez la scène, un allié qui surveille son protecteur, des téléphones écoutés, des véhicules piégés. Et au cœur de cette affaire, les propres négociateurs de Donald Trump avec l'Iran. Cette révélation explosive fait la une des médias au Moyen-Orient depuis quelques jours. En comparaison, en France, un silence assourdissant. Pourquoi? Parce que cette histoire renverse un récit bien établi, celui d'une alliance inébranlable, celui d'une confiance absolue entre Washington et Tel Aviv. On va essayer dans cette vidéo de décrypter un peu ce que les médias au Moyen-Orient analysent depuis le début et que d'autres pays préfèrent ignorer. Donc si on va revenir aux faits, c'est le New York Times a publié un rapport détaillé sur une opération de surveillance israélienne visant des responsables américains. Pas n'importe lesquels, c'est Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient, les membres du comité de négociation américain avec l'Iran, et au moins un haut responsable du Pentagone ainsi que son assistant. Selon ce quotidien américain, l'enquête s'appuie sur plusieurs sources au sein du département de la défense de la Maison-Blanche. Elle cite également deux documents classifiés. Le premier émane de l'agence de renseignement du Pentagone, le second provient de l'agence de renseignement national américain. Les deux documents qualifient la menace de niveau élevé. L'un d'eux utilise le terme de situation critique. Les méthodes alléguées plutôt sont multiples. Surveillance de téléphones portables, interception des messages, suivi des déplacements et surtout tentative d'installation de dispositifs d'écoute dans les véhicules du Secret Service qui transportent ces responsables. La presse arabe, notamment Al Jazeera et Al Mayadeen, a immédiatement relayé ces informations. La chaîne égyptienne et au Moyen-Orient ont consacré de longs segments d'analyse à cette affaire. L'angle dominant, Israël ne fait plus confiance à l'administration américaine sur le dossier iranien. Tel Aviv cherche à obtenir des informations en temps réel sur les concessions potentielles de Washington. L'objectif serait double, selon ces analystes. D'abord, anticiper les positions américaines pour ajuster sa propre stratégie. Ensuite, disposer de leviers de pression sur l'administration Trump. Certains commentateurs arabes évoquent explicitement les dossiers d'Epstein comme monnaie d'échange potentielle. La réaction israélienne a été immédiate. L'ambassade à Washington a fermement démenti ces accusations, bien sûr. Puis la presse hébraïque a qualifié ces révélations de coups durs potentiels pour la relation bilatérale. Côté américain, un porte-parole de la Maison-Blanche a nié l'information, alors que le Pentagone n'a pas commenté. Donc, si on revient sur le contexte, cette affaire s'inscrit dans une histoire longue. Ces détentions souterraines dans le renseignement israélo-américain. Le précédent le plus marquant remonte à 1985. Jonathan Pollard, analyste civil de la marine américaine, est arrêté pour espionnage au profit d'Israël. Il avait transmis des milliers de documents classifiés. L'affaire provoque une crise majeure entre les deux pays. Pollard est condamné à la prison à vie. Il sera libéré en novembre 2015, après 30 ans de détention. Les médias arabes rappellent systématiquement ce précédent. Il évoque aussi une allégation plus troublante. Selon un ouvrage du journaliste américain Daniel Alper, publié en 2014, Benjamin Netanyahu aurait, lors des pourparlers de We Rivers, en 1998, fait référence à des renseignements des conversations entre Bill Clinton et Monica Lewinsky pour obtenir la libération anticipée de Pollard. Cette tentative de pression présumée a toujours été démentie par Netanyahu, et elle n'a, en tout état de cause, pas abouti. Mais elle nourrit une lecture constante dans l'analyse arabe, celle d'une relation qui n'est pas faite d'alliés égaux, mais d'une dépendance asymétrique.
où Tel Aviv cherche en permanence à maximiser son autonomie informationnelle. Le contexte immédiat est tout aussi tendu. Donc les négociations entre Washington et Téhéran sur le programme nucléaire iranien ont repris. L'administration Trump cherche un accord qui lui permettrait d'afficher une victoire diplomatique. Donc Israël y voit une menace existentielle. Toute concession américaine est perçue comme un affaiblissement de la dissuasion régionale. Et les relations entre Trump et Netanyahu traversent une phase délicate. Donc quelques jours avant la publication de l'article de New York Times, Netanyahu et son administration, spécifiquement son ministre de la Défense, avaient ordonné des frappes contre des positions du Hezbollah à Beyrouth, puis avant de les suspendre sous la pression directe de Donald Trump, ce qui a revendiqué lui-même un appel décisif avec le Premier ministre israélien. Washington pressait depuis des mois Israël de ne pas frapper la capitale libanaise. Cet épisode n'est pas isolé. Depuis quelques mois, Tel Aviv multiplie les actions unilatérales au Liban, à Gaza, en Syrie, puis chaque fois, Washington est mis devant le fait accompli. Au contraire, elle est contrainte d'intervenir en urgence pour freiner son allié. Donc les médias arabes interprètent ces dynamiques comme le signe d'une fracture stratégique croissante. Non pas une rupture d'alliance, mais une divergence profonde sur les moyens et les objectifs. Un dernier élément mérite l'attention. Le Congrès américain examine actuellement la section 224 du projet de loi de défense pour 2027. Une disposition portée par des élus largement soutenus par l'AIPAC. Donc, elle prévoit une intégration accrue entre les agences militaires et de renseignement des deux pays. Donc, et elle est conçue pour rendre cette coopération difficilement réversible par les futures administrations. Donc, le timing de cette initiative, au moment où éclatent les révélations sur l'espionnage, n'échappe pas aux analystes du Moyen-Orient. Ils voient une stratégie de verrouillage institutionnel sanctuariser la relation bilatérale au-delà des turbulences politiques. Donc, si on va analyser un peu en détail ce qui se passe. Donc, que nous apprend cette affaire sur les rapports de force actuels? Première lecture, la crise de confiance est réciproque. Israël surveille les Américains parce qu'ils ne leur font plus confiance. Mais cette surveillance, une fois révélée, érode la confiance américaine envers Israël. C'est un cercle vicieux que les médias du Moyen-Orient décrivent avec une certaine satisfaction. Analytique, bien sûr. Al-Mayadi, par exemple, proche du position de l'axe de la résistance, y voit la confirmation d'une thèse ancienne. Israël n'est pas un allié des États-Unis au sens classique du terme. C'est un acteur qui instrumentalise la superpuissance américaine pour ses propres objectifs régionaux. Donc, quand les intérêts divergent, Tel Aviv n'hésite pas à espionner son protecteur. Al Jazeera, de l'autre côté, dont la ligne éditoriale reflète les positions qataries, propose une lecture plus nuancée. La chaîne souligne que cette affaire révèle surtout l'évolution de la stratégie américaine au Moyen-Orient. Washington cherche à réduire son engagement direct dans la région. Les accords avec l'Iran s'inscrivent dans cette logique des engagements relatifs. Israël, conscient de cette tendance, multiplierait les actions de renseignement pour anticiper et contrecarrer ce mouvement. Donc la presse égyptienne, par exemple, traditionnellement plus proche des positions saoudiennes, insiste sur un autre aspect, l'isolement diplomatique croissant d'Israël. La popularité du gouvernement Netanyahou est en chute libre aux États-Unis. Les manifestations pro-palestiniennes se multiplient sur les campus américains. Les démocrates prennent leur distance. Même au sein du camp républicain, des voix critiques émergent. Dans ce contexte, l'espionnage des négociateurs américains apparaît comme un acte désespéré, celui d'un gouvernement qui sent le rapport de force lui échapper et tente de reprendre la main par des moyens clandestins.
Deuxième lecture, les implications pour les négociations avec l'Iran. Si les Américains savent que leurs communications sont interceptées par Israël, comment peuvent-ils négocier de bonne foi avec Téhéran? Donc, toute concession envisagée, tout compromis discuté en interne serait immédiatement connu par Tel Aviv et donc potentiellement saboté. Donc, les médias iraniens, plutôt relayés par la chaîne proche de l'axe de la résistance, tirent de cette affaire une conclusion radicale. Les États-Unis ne sont pas les maîtres de leur propre diplomatie au Moyen-Orient. Leur marge de manœuvre est structurellement limitée par l'emprise informationnelle israélienne. Cette lecture, évidemment orientée, mérite néanmoins un examen. Elle pose la question sur l'autonomie stratégique américaine dans la région. Troisième lecture, la dimension intérieure américaine. Donc, les révélations du New York Times interviennent dans un contexte politique spécifique. L'administration Trump est sous pression sur de nombreux fronts. Cette affaire pourrait être instrumentalisée par différentes factions. Les opposants à un accord avec l'Iran verront une justification des craintes israéliennes. Les partisans d'une normalisation avec Téhéran y verront la preuve que Tel Aviv sabote la diplomatie américaine. De l'autre côté, le Pentagone, dont les documents ont fuité, pourrait avoir ses propres motivations. Donc certains analystes arabes évoquent des tensions entre les services de renseignement américains et l'exécutif. Les fuites seraient alors un message: les agences ne couvriront plus les pratiques israéliennes qui mettent en danger la sécurité nationale américaine. Donc cette hypothèse reste spéculative, mais elle illustre la complexité des enjeux d'acteurs que les médias autres que du Moyen-Orient peinent à restituer. Donc si on peut toucher aux angles morts, le premier, comment coûte-t-il au traitement médiatique français, par exemple, de cette affaire? D'abord, l'affaire elle-même, l'heure où nous publions ce vidéo, les grands médias hexagonaux ne lui ont consacré aucun traitement significatif. Cette discrétion est en soi une donnée. Quand la Russie est accusée d'ingérence électorale, les unes se multiplient. Quand la Chine est soupçonnée d'espionnage industriel, les dossiers s'accumulent. Mais quand un allié comme Israël est soupçonné de surveiller les négociateurs de son principal partenaire, le sujet peine à exister dans le débat francophone. Les médias arabes révèlent systématiquement cet écart de traitement. Ils y voient le signe d'un angle mort durable de la presse occidentale, en fait. Ensuite, la contextualisation historique. Les précédents d'espionnage israélien aux États-Unis sont nombreux et documentés. L'affaire Pollard, les accusations répétées au fil des décennies autour du transfert de technologies militaires. Cette mémoire longue et large absente du récit médiatique français, par exemple. Elle permettrait pourtant de comprendre que l'affaire actuelle n'est pas une anomalie, mais s'inscrit dans une série. Enfin, l'analyse du rapport de force aussi. Les médias arabes posent une question de fond. Pourquoi un allié peut-il être soupçonné d'espionner les États-Unis sans conséquences diplomatiques majeures? Cette question renvoie à l'architecture même de la relation bilatérale, au poids des groupes de pression comme l'AIPAC, à l'influence des donateurs dans le financement des campagnes électorales, à l'implication complexe militaro-industrielle des deux pays. Ce sont des dimensions structurelles et elles sont rarement débattues frontalement en France, par exemple. Les aborder expose vite aux soupçons, puis le résultat, l'analyse reste souvent en surface. On commente les déclarations officielles sans interroger les rapports de force qui les sous-tendent. C'est précisément cet espace que nous essayons d'ouvrir ici. Donc pour conclure, cette affaire d'espionnage israélien sur les négociateurs américains pose une question fondamentale. Une alliance peut-elle survivre à une telle asymétrie informationnelle? Quand l'un des partenaires surveille systématiquement l'autre, peut-on encore parler de confiance stratégique? Les médias arabes offrent sur ce sujet une lecture que la presse française, par exemple, ignore.
Non pas parce qu'elle serait fausse ou conspirationniste, mais parce qu'elle dérange un récit bien établi, celui d'une relation américano-israélienne fondée sur des valeurs partagées et des intérêts convergents. La réalité est plus complexe, et cette complexité mérite d'être analysée sans filtre. Donc, pensez-vous que cette relation marquera un tournant dans les relations entre Washington et Tel Aviv, ou sera-t-elle absorbée comme les précédents, sans conséquences durables? Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous. Puis, vous pouvez voir aussi la vidéo qu'on a postée. Merci, puis à la prochaine. À bientôt.